Je veux tout le monde sur un seul rang, juste devant moi ici. Les hommes autour. Ce sont les préparatifs d'une démonstration de force. Les femmes, derrière Madame Amanda et frère Josh. Avec comme chef d'orchestre un jeune homme de 34 ans. Brian est un clanman, un membre du Ku Klux Klan. Nous sommes la race la plus élevée de cette planète. Agissons comme telle. Dans cette ville de Géorgie, qui compte 35 000 habitants, Brian organise ce jour-là un meeting de l'ultra-droite américaine. Des néo-nazis, des suprémacistes blancs et surtout des membres du clan, avec leurs robes de cérémonie ou leurs uniformes paramilitaires. Un rassemblement régional sur la place de la mairie. Il regroupe 150 personnes. Regard provocateur et torse bombé, ils trouvent face à eux des manifestants antiracistes, venus les accueillir. Personne ne vous veut ici. Votre message, c'est la haine. Les deux groupes sont séparés par un cordon de 70 policiers. La confrontation se limite pour le moment à quelques invectives, de part et d'autre de la rue. On est ici pour représenter la race blanche. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui peut se passer? On va petit à petit disparaître et on va être éliminé de la surface de la Terre. C'est ce que ces gens-là veulent. Ils veulent que nous partions, que la race blanche devienne un mythe, quelque chose du passé. On est là pour s'opposer et dire non. Vous n'obtiendrez pas ça de nous. On va se battre. Et ce n'est pas de la provocation. Non, ce n'est pas une provocation. On n'est pas là pour provoquer qui que ce soit. Pourtant, le meeting est un enchaînement d'appels à la haine. Contre la communauté noire, toujours la cible prioritaire du Ku Klux Klan. Mais aussi contre les Juifs, les Mexicains, les homosexuels ou les communistes. Les Juifs vous utilisent contre nous, les Blancs. La plupart de ces gestes et de ces propos seraient en France passibles de prison ferme, pas aux États-Unis. Ici, on peut tout dire. Il n'existe aucune loi pour encadrer la liberté d'expression. Si un homme couche avec un autre homme, c'est une abomination. Les deux doivent être traînés dans leur sang et ils doivent être exécutés. Jusqu'à l'an dernier, le Klan n'avait jamais manifesté dans cette petite ville du sud des États-Unis. Mais c'est la deuxième fois en 6 mois. Ces meetings se multiplient dans tout le pays et parfois ils dégénèrent. Comme en Californie 3 semaines plus tôt. À la fin d'une manifestation semblable, plusieurs membres du Ku Klux Klan sont pris à partie et frappés par des militants antiracistes. Ils répliquent en se servant de leurs drapeaux, aiguisés comme des pieux. Avec ses armes, ils poignardent 4 manifestants. Celui-ci, atteint à la poitrine, passera 3 jours à l'hôpital. Des violences dont beaucoup pensaient qu'elles appartenaient au passé. Le Ku Klux Klan a été fondé en 1866 par d'anciens soldats de la guerre de sécession qui refusent alors l'abolition de l'esclavage. Ses membres s'en prennent aux hommes de couleur, multiplient les lynchages et les pendaisons. L'organisation atteint son apogée dans les années 20. En 1928, quand ses partisans défilent à Washington, le Klan compte 6 millions de membres. Il va ensuite peu à peu décliner, quasiment disparaître. Mais alors qu'on le croyait moribond, il renaît aujourd'hui. Avec des nouveaux membres, jeunes, comme Brian et son ami Robert. Des gens qui n'ont pas connu l'Amérique de la ségrégation et des luttes pour les droits civiques. Moi, dans mon boulot, quand ils ont découvert que j'étais membre du clan, ils ont tout fait pour me virer. Ah bon? Moi, ils sont tous au courant. C'est une petite entreprise. Vendredi, tout le monde m'a parlé de la manifestation et m'a dit d'être prudent.
Brian a rejoint le clan en réaction aux années Obama. Il ne pouvait pas accepter qu'un homme noir dirige le pays. Je ne le supporte pas, je n'en peux plus. Que ceci arrive à mon pays. Avant, c'était le plus grand pays du monde, le plus puissant. Et ça ne l'est plus? Non, ça ne l'est plus. Et tout s'est effondré. Ça me fait vomir. Aujourd'hui, le Ku Klux Klan compterait 15 000 membres, 2 fois plus qu'avant l'élection du président américain, il y a 8 ans. J'ai toujours l'impression d'être spécial quand je mets cette chemise. Ah merde, je me brûle. Les nouveaux adeptes sont très vite pris en main. Le clan organise des week-ends, des barbecues, des vacances communes. D'ailleurs, le terme Ku Klux Klan, un mélange de grec et de dialecte écossais, veut dire cercle de famille. Au fait, félicitations. Vous avez fabriqué un petit être humain, un blanc. J'espère qu'il aura le blanc de sa mère. Autour de Brian, ce jour-là, des membres historiques de l'organisation raciste, mais aussi la nouvelle génération. Les vétérans de la guerre d'Irak ont remplacé ceux du Vietnam. Les autres sont ouvriers, fermiers ou employés. Comme pour leurs aînés, la plupart sont issus de classes défavorisées. Pour intégrer le clan, il faut être majeur, chrétien, hétérosexuel et prouver que ses 2 parents sont blancs. Il me reste des bagues taille 10. L'organisation se finance grâce aux cotisations des membres, 10 $ par mois, et aux ventes des produits dérivés. On a encore 5 bagues à vendre. Le moule a été détruit, donc vous n'en trouverez plus jamais des comme ça. Des autocollants, des bijoux, mais surtout beaucoup de livres. Sur la table, toute une littérature fasciste, raciste, négationniste. Comme cet écrit censé prouver l'infériorité des Noirs. La libraire autoproclamée, Amanda, les imprime et les vend entre 3 et 10 €. Ce livre vous explique les différences entre les noirs et les blancs. Les os, le cerveau, l'ADN. La plupart de ces publications datent d'il y a plus de 100 ans. Elles ont été écrites par des scientifiques aujourd'hui totalement discrédités. Mais ici, on préfère croire que c'est la vérité. Et comment vous savez que c'est vrai? Parce que les scientifiques disent le contraire aujourd'hui. Oui, mais ceux-là ont été écrits par des professeurs et des médecins. Par exemple, ici, ce gars-là a eu le prix Nobel. S'il a gagné le prix Nobel, il doit être intelligent, non? Ce que ne dit pas Amanda, c'est que l'auteur a eu le prix Nobel pour avoir inventé le transistor, et donc pas vraiment pour ses idées anthropologiques. Aujourd'hui, les membres du Ku Klux Klan reprennent l'idéologie de leurs ancêtres. Ils en reprennent aussi les rituels. J'ai besoin de volontaires. Là encore, c'est Brian qui est aux commandes. Tout se passe bien? Oui, j'essaie juste de me calmer et de faire en sorte que rien ne rate. Dans le champ d'un des membres, il s'occupe de la cérémonie de la croix. Elle fait 5 mètres de haut. Tout à l'heure, elle sera dressée et devra brûler entièrement. Brian l'a recouverte de toile de jute, il l'imbibe d'essence pour que le feu dure le plus longtemps possible. Il reste encore un peu moins de la moitié. Le Ku Klux Klan a emprunté cette tradition aux Écossais du Moyen-Âge, qui brûlaient des croix pour déclarer la guerre. L'organisation l'a transformé en rite religieux. Allumer la croix, ça symbolise Jésus-Christ comme lumière du monde. Et avec elle, on chasse les ténèbres. On se débarrasse des péchés et de la corruption du monde avec la lumière de Jésus. Une fois les préparatifs terminés, Brian revêt sa robe, très fier de porter le même costume que les fondateurs de l'organisation, ceux qui n'hésitaient pas à lyncher les Noirs. On perpétue cette tradition depuis 150 ans. On n'a pas disparu, on est toujours là. À chaque fois que je mets ma robe et ma cagoule, ça me connecte avec les anciens qui ont créé le clan. Et c'est pas pour le spectacle? Non, pas du tout. Cette robe est sacrée pour moi.
Venez avec moi, prenez le jerrycan. Et là, tasse bien le sol. C'est beau. À côté de la croix chrétienne, une croix gammée a aussi été dressée. Il y a 30 ans, alors que leur nombre diminuait fortement, les membres du clan se sont alliés aux néo-nazis. Ce soir, il y a plus de 100 participants à la cérémonie. Passez la torche des deux côtés. Certains ont même amené leurs enfants. Ne tournez pas votre dos à la croix, ni à la croix gammée. Tout le monde a allumé sa torche? En avant, marche! Le clan est très hiérarchisé, quasi militaire. La couleur des robes correspond au grade des membres, qui ont le choix de masquer ou non leur visage. Mettez vos torches à la base de la croix. Ne tournez pas le dos à la croix. Prenez garde. Cette croix est toujours en flammes. Elle continuera de brûler à travers tout le pays. Si le Ku Klux Klan retrouve aujourd'hui des couleurs, c'est aussi parce qu'un homme consacre toute son énergie à redonner vie à l'organisation. Un enragé qui inlassablement recrute de nouveaux membres. Il habite à 700 km de là, en Caroline du Nord, le berceau historique du Ku Klux Klan. Dans cette maison, il s'appelle Chris Barker. C'est le mari d'Amanda, la libraire. Il est surtout le chef des Chevaliers Blancs, le sous-groupe le plus important du Ku Klux Klan. Il revendique 4000 membres. Et quand il lave ses mains sales, il en profite pour faire une blague raciste. Ah, si seulement tous les nègres pouvaient faire ça. Chris n'était pas au meeting de Géorgie car il est en liberté conditionnelle. Il sera bientôt jugé pour détention illégale d'armes à feu. En attendant son procès, il n'a pas le droit d'avoir d'activité en rapport avec le clan, sous peine d'aller directement en prison. Ku Klux Klan, bonjour. Mais dans l'ombre, il continue à le diriger depuis chez lui. Chris travaille à temps partiel chez un carrossier. Le reste du temps, il le passe dans ce bureau, où il gère la hotline du Ku Klux Klan. Ouais, ce sera une grande manifestation le 23. Vous pouvez venir. Tous les Blancs sont les bienvenus. Le numéro de la hotline se trouve très facilement sur Internet. Le couple reçoit plus de 20 000 appels par mois. Ku Klux Klan. Oui, bien sûr, on est contre les Mexicains. Comme ils ne peuvent pas prendre tous les appels, beaucoup de messages sont enregistrés sur un répondeur numérique. J'aimerais rejoindre le clan. Je vous laisse mon numéro. Parmi ces appels, la moitié seulement émane de partisans. Les autres sont des messages d'insultes. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Moi, en fait, j'adore ça. Parce que je vois que ça les affecte. À chaque fois qu'ils appellent et laissent ces messages, je m'en fous. Je peux les effacer en un clic. Mais vous savez que beaucoup de Blancs vous détestent? Oui, je sais. Mais ça ne me dérange pas non plus. Un jour, ils comprendront. Quand ils ne pourront plus se balader en sécurité dans la rue, ils comprendront. Pour recruter, l'organisation a aussi créé son propre réseau social. Obligatoire car sur Facebook ou Twitter, les messages racistes sont systématiquement supprimés. Ce membre habite en Caroline du Sud, lui en Arizona. Sur leur page, aucune censure. Plus il y a de haine, mieux c'est. Selon plusieurs chercheurs américains, les nouvelles technologies expliquent en grande partie le renouveau du clan.
Beaucoup de nos anciens leaders ne voulaient pas faire de hotline ou de site internet. Ils sont morts maintenant. On a pris le relais et on a amené l'organisation vers les temps modernes. On n'a pas encore assez d'argent pour financer des spots télé, mais on utilise Internet, le téléphone, des tracts, pour qu'un maximum de gens sachent qu'on est toujours là. Chris et Amanda se sont connus quand ils avaient 16 ans. Ils militaient tous les deux au parti néo-nazi. Ils se sont mariés à 18 et ont rejoint le clan à 20 ans. Ils gagnent l'équivalent de 2000 € par mois. Ils ont 2 enfants, de 15 et 13 ans. Ils les élèvent dans une maison qui ressemble à un musée des horreurs. Un portrait d'Hitler dans chaque pièce, un porte-couteau qui transperce un corps d'homme noir et des stickers de haine sur le réfrigérateur. Qui veut à boire? Sammy et Tim ont grandi dans cette ambiance de violence. Ils vont à l'école publique à côté de chez eux, où là-bas personne ne sait que leur famille fait partie du clan. Pour le moment, ils partagent les convictions racistes de leurs parents. Tellement conditionnés par ce discours de haine qu'ils sont incapables de prendre du recul. Sammy, est-ce que tu as des amis noirs à l'école? Non. Non, et pourquoi? Parce que c'est des fouteurs de merde. Ils puent. Et ils vont toujours t'attirer des ennuis. Si un jour il ramène une petite copine noire à la maison, d'abord il va se faire botter le cul par tout le monde ici. Et ensuite, je le renierai. Je lui tournerai le dos. C'est très dur ce que vous dites, Amanda. Oui, ça l'est, mais je le ferai. Moi, je l'ai fait avec ma famille. Chris vit dans une ville où 60% de la population est noire. Évidemment, il n'en fréquente aucun. Tous ses amis sont blancs et membres du Ku Klux Klan. Comme James. Mais le chef raciste est bien obligé de vivre avec le monde extérieur. Dans son métier de carrossier, par exemple, il ne peut pas choisir la couleur de peau de ses clients. Avec l'économie aujourd'hui, on fait ce qu'on peut pour gagner sa vie. Moi, ça ne me dérange pas de bosser pour des clients noirs, tant qu'ils ne se mettent pas en travers de ma route et qu'ils me laissent travailler tranquille. Leur mentalité, ce n'est pas celle des Blancs. Nous, on essaie d'être calmes et civilisés. Eux, ce sont des sauvages. Son idéal de société, c'est l'apartheid sud-africain. Une séparation stricte des Blancs, qui doivent dominer, et des autres. Chris habite dans une des villes les plus pauvres des États-Unis. 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ah, je crois qu'il aime bien ma boucle de ceinture. C'est pas le genre de boucle qu'il porterait avec marqué KKK dessus. Ouais. Regardez là, c'est le problème de l'Amérique, les gens qui arrivent. Ils viennent et piquent le travail des Blancs. À chaque sortie, il se remplit de haine. Ils sont comme des cafards, ils ne font que se reproduire. Même quand il est obligé de demander un renseignement à ce vendeur d'origine mexicaine. C'est où la toile de jute? C'est là-bas, au fond de l'allée. Il ne lui dit ni bonjour, ni merci. L'indifférence, ostentatoire, c'est la seule arme de Chris aujourd'hui. Car officiellement, le clan ne prône plus la violence. Plus de lynchage, plus de pendaison. Pourtant, dès qu'il le peut, Chris évoque avec nostalgie les actions violentes du clan. Il voue par exemple une admiration sans borne à celui qui l'a précédé au grade de chef. Un meurtrier. Voilà, c'est Virgile. C'est lui qui a perpétré le massacre de Greensboro. C'est lui qui m'a fait entrer au clan. C'est avec lui que j'ai prêté serment. C'était un ami, un mentor? Oui, un mentor. Le 3 novembre 1979, Virgil Griffin et une dizaine de membres du clan tirent sur des manifestants noirs et communistes dans les rues de Greensboro. Ils en tuent 5. Ce sont les derniers meurtres reconnus officiellement par le Ku Klux Klan.
Si j'avais été dans la même situation ce jour-là, évidemment, j'aurais moi aussi tiré. Ce que les médias n'ont jamais dit, c'est qu'il y avait des enfants blancs dans les voitures et qu'il fallait les protéger. Mais vous auriez tiré pour tuer? Oui, bien sûr. À défaut de violence, et à défaut d'avoir les moyens de faire la révolution par les armes, il leur reste le folklore. Régulièrement, le couple reçoit chez lui des membres locaux du Ku Klux Klan. Ils s'appellent James, Tina, Greg ou Teresa. Ils habitent la région et sont pauvres. 4 des 6 personnes présentes sont sans emploi. Tu peux me le tenir comme ça, bien tendu? Ensemble, ils reproduisent les rites de l'organisation secrète. Et pour faire des économies, c'est Amanda qui confectionne les robes de cérémonie. J'ai appris toute seule il y a 4 ans, parce que j'en avais marre de négocier avec des gens qui les faisaient. Ils vendaient ça $200 la robe. Alors je me suis dit, il y a bien un moyen de faire moins cher. Fais-le passer au-dessus de ma queue de cheval. Tu vois, même pas besoin de mesurer. C'est bon, il est bien pointu. À côté de sa maison, Chris a construit une chapelle. Elle accueille les différentes cérémonies pratiquées par les membres, toutes inspirées de la religion chrétienne. La robe est copiée sur celle des processionnaires catholiques espagnols. Pour le clan, elle représente les fantômes des soldats sudistes morts pendant la guerre de sécession. Amanda, vous vous sentez comment dans cette robe? Je me sens bien. Au fond de la pièce, un autel, une Bible, une croix. Tous les membres sont de fervents croyants. La connaissance approfondie de la Bible fait d'ailleurs partie de l'apprentissage. Exode, verset 33-16. Ils s'en servent pour développer leur argumentaire raciste. Ainsi, moi et ton peuple serons séparés de tous les autres peuples de la surface de la terre. Encore une fois, les races doivent être séparées. Ça, c'est la Sainte Bible, pas la Bible du Ku Klux Klan. Comme tous les intégristes religieux, les membres du clan ont une lecture littérale des textes. Ils ne cherchent pas à les interpréter ou à les contextualiser. Ce soir-là, c'est Chris, dans sa robe violette de chef, qui dirige la cérémonie de la croix. Elle est autorisée uniquement si elle se fait sur un terrain privé et à plus de 20 mètres de la route. Chris et Amanda en organisent une par mois. Les antifascistes, les antifas. Ils se surnomment les Proud Boys, les garçons fiers. À qui sont ces rues? À nous! Leurs ennemis, les démocrates. Mais ils aiment particulièrement jouer les gros bras contre les antifas, les activistes d'extrême gauche. 4 ans de plus! Ces miliciens de droite identitaire vénèrent Donald Trump, donné perdant dans les sondages. On les reconnaît à leur polo noir et jaune. Certains affichent avec leurs doigts le signe de ralliement aux suprémacistes blancs. D'autres cultivent leur anonymat. On est là pour rétablir les libertés civiles dans les rues de Portland. Nous allons nous battre pour que ces libertés reviennent. Les looks vestimentaires sont hauts en couleur. Je fais confiance à Donald. On doit se lever pour l'Amérique. La gauche veut changer notre constitution, démolir nos villes. Les femmes pour Trump! Je vous le dis, bébé! Les armes s'exhibent sur les drapeaux, pancartes et autres gadgets. Et surtout, portées en bandoulière, avec gilet pare-balles. Fort et fier, bébé. Fort et fier. Seigneur Dieu, aidez-nous à sauver les antifascistes. Sauvez avec nous les criminels et les âmes perdues. Vous avez ce pouvoir, Seigneur. Amen. Amen.
La milice, créée en 2016 mais sortie de l'ombre depuis quelques mois seulement, compte beaucoup de vétérans des Marines. Quel est ce pays? Notre pays. Les USA. Les USA. Parmi les membres, également des commerçants et patrons de PME, comme le leader Enrique Tarrio, 36 ans, de Miami. Au passé sulfureux, il a fait de la prison pour fraude. Son grand-père a fui les persécutions du régime communiste de Cuba. Notre maison est attaquée par de violents terroristes de l'intérieur. Une nouvelle façon agressive de faire campagne en politique, dans une Amérique qui semble danser sur une poudrière. Depuis la mort de George Floyd, le noir américain tué lors d'une bavure policière à Minneapolis le 25 mai, Portland s'est enflammé. Comme d'autres villes américaines, cette cité réputée bobo et artiste est devenue le théâtre d'une guerre civile. De violentes émeutes dévastent presque chaque soir la capitale économique de l'Oregon, entre policiers, milices de droite et militants Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, avec leurs porte-drapeaux radicaux, les Antifa. Lors de son premier débat contre Joe Biden, il refuse de condamner les milices. Proud Boys, restez en retrait, mais tenez-vous prêts. Stand back, stand by. Enrique Tarrio répond alors aussitôt. Nous sommes prêts, monsieur. Le président américain a adoubé une milice aux allures de gang. Le leader des Proud Boys nous a ouvert les portes de la villa où ses hommes et lui préparent leurs prochaines actions. Santé. Bière et mari. En Oregon, le c'est légalisé. La milice est exclusivement masculine. Nous glorifions les entrepreneurs, tous les hommes qui montent un business et créent des emplois, et nous vénérons les femmes au foyer. Les Proud Boys disent qu'ils ne sont pas racistes, mais antisocialistes. Ils prônent l'Amérique d'abord et sont favorables au mur anti-migrants de Trump. Pour devenir membre, il faut se soumettre à un rite initiatique. Le premier degré, c'est de réciter ce serment. Je suis un occidental chauviniste qui refuse de s'excuser d'avoir créé le monde moderne. Le second degré, comme un bizutage. Vous devez citer les noms de 5 céréales tout en vous faisant tabasser par les autres. Les Proud Boys sont également censés renoncer à la masturbation. Le troisième degré, ce sont nos tatouages. Moi, j'ai le mien ici. Enfin, le quatrième degré, vous n'allez pas le chercher. Il vient à vous, c'est une épreuve. Ça peut être dans un combat pour la cause, se faire agresser par les antifas et savoir se défendre. Une société libre n'est pas forcément une société pacifique. Vous admettez que vous aimez vous battre? Oui. Vous dites que nous sommes violents. Eh bien, c'est à demi vrai. On peut l'être, et on l'a prouvé plein de fois. Mais c'est de la légitime défense. On ne démarre pas le combat, on le termine. Je vais vous montrer un truc cool. Les Proud Boys assument leur violence contre les Antifa. On s'entraîne contre eux. Je suis prêt. Mais ils assurent officiellement qu'ils respecteront le processus démocratique si Joe Biden est élu. La milice fédérerait 10 000 membres. Et de nombreux sympathisants, dont des mères de famille. Shelly, 48 ans, 3 enfants, est commerçante. Mais sa passion, c'est la photographie. Elle est devenue intime avec les Proud Boys en immortalisant toutes leurs sorties. Lui, c'est Joe Biggs. Son t-shirt détourne le sigle LGBT. Liberté, flingue, bière et je les aime. Ce ne sont pas des suprémacistes blancs. Ils sont à l'ancienne, c'est tout. Shelly était une républicaine modérée, mais les émeutes ont durci ses positions.
Nous en sommes déjà à 124 nuits de jacquerie. Et ce ne sont pas des manifestations pacifiques. Il y a des manifestants pacifiques, mais ce sont surtout 124 nuits de pillage absolu et d'anarchie. Selon Shelley, seuls les Proud Boys ripostent, là où le maire démocrate de Portland manque de fermeté. Cette petite patronne est à la tête de ce salon de thé boulangerie. Divorcée d'un Américain d'origine algérienne, c'est sans enthousiasme qu'il y a 4 ans, elle avait voté pour Donald Trump. Je n'étais pas du tout excitée par Donald Trump, par sa personnalité. Je n'aime pas la télé-réalité. Mais j'ai changé d'opinion. Je vais revoter pour lui avec joie. J'ai presque peur de dire cela. Ça ne devrait pas, mais c'est mal vu d'afficher qu'on l'aime. Même si je ne suis pas fan de ses tweets. Ça, il devrait arrêter. Shelley est surtout séduite par le bilan économique de Trump. 6 millions d'emplois créés, baisse des impôts, recul du chômage à 3,5%, mais c'était avant le Covid. Des électeurs au départ modérés qui soutiennent désormais des milices armées et des personnalités politiques pro-Trump qui se radicalisent, jusqu'à verser dans un conspirationnisme farfelu. Joe Ray Perkins, 64 ans, est fan de corvettes jaune canari. Bonjour, comment ça va? Mais cette commerçante en bijoux sur Internet est surtout la candidate du camp républicain au Sénat. Malgré la virulence de la pandémie de Covid aux États-Unis, elle refuse, comme son mentor, de porter un masque dans les lieux publics. Le masque est une forme de marxisme. Tous ces trucs de distanciation sociale, c'est un moyen de nous enlever notre République et de faire de l'Amérique un pays marxiste. C'est au-delà du socialisme. Cela vise à contrôler les individus et à nous éloigner les uns des autres. La candidate au Sénat s'est surtout rendue célèbre pour avoir prêté allégeance, dans sa vidéo d'investiture, à la délirante théorie du complot de QAnon. Bonjour, mon nom est Joe Ray Perkins, candidate pour l'Oregon au Sénat américain. Là où l'un va, nous allons tous. Je soutiens le président Trump. Je soutiens Q et son équipe. Merci QAnon, merci les patriotes. Ensemble, nous allons sauver notre République. QAnon, un mouvement conspirationniste anonyme qui affirme que Trump serait le sauveur de l'Amérique face à une secte sataniste pédophile gouvernée par Clinton, Obama, Biden et des stars d'Hollywood. Sauvez nos enfants! Trump, 4 ans de plus! Les QAnon s'expriment sur des forums de discussion semi-cryptés. Dans le bureau de Joe Ray Perkins, chez elle, sous l'œil de son héros, alors voyons les derniers messages. La candidate est branchée en permanence sur ces plateformes, dans lesquelles un ou des mystérieux leaders, signant de l'initiale Q, postent des thèses complotistes, sous forme d'énigmes nébuleuses. Q nous dit « Ne croyez pas les médias traditionnels. Faites vos propres recherches. Parvenez à votre propre conclusion éclairée. » Donc vous ne croyez plus les médias traditionnels? Non. Même les médias conservateurs comme Fox News? Un peu. Et normalement, quand je reçois un journaliste, j'enregistre tout avec ma caméra. Bon, avec vous, je ne le fais pas, mais avec les médias américains, j'enregistre tout. Ça paraît incroyable, mais 14 candidats républicains aux élections nationales se revendiquent de QAnon. Voilà les nouvelles pancartes. Départ en meeting en zone rurale. Joe Ray Perkins a 2 enfants, 14 petits-enfants et un mari dévoué. J'ai un métier à plein temps, donc je ne vois ma femme que le week-end. C'est elle qui mène la danse. Moi, je suis juste le suiveur. Depuis 1988, l'Oregon vote démocrate, mais la candidate républicaine croit à un basculement. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits pour raisons sanitaires. Joe Ray Perkins fait donc campagne devant des assemblées clairsemées, mais gonflées à bloc. Covid oblige, plus de la moitié des électeurs votent par correspondance. Donald Trump affirme qu'un complot démocrate risque de truquer l'élection et menace de ne pas reconnaître sa défaite.
Joe Ray Perkins demande à ses supporters de prendre toutes leurs précautions. Enregistrez votre vote par correspondance dans un cloud numérique. Allumez votre téléphone portable, mettez votre tracker GPS. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, une photo de vous laissant tomber votre bulletin dans le cloud. Pointez l'heure et l'emplacement où vous avez mis votre bulletin de vote et vérifiez quelques jours après qu'il est bien comptabilisé. Ça, c'est un petit autocollant et je peux vous donner un stylo aussi. Elle est courageuse et elle parle avec le cœur. Et Dieu nous dit, écoutez le cœur, pas ça. À la tribune, pas un mot sur les thèses de QAnon. Beaucoup de républicains se désolidarisent de ses positions. Même son colistier, candidat à la Chambre des représentants, considéré en France comme un héros. Je suis Alex Skarlatos, l'un des 3 Américains qui ont stoppé l'attentat terroriste dans le Thalys Bruxelles-Paris en 2015. C'est pour ça que j'ai eu la chance d'obtenir la nationalité française. Je suis en désaccord avec Joe Ray sur QAnon. Moi, je n'y crois pas. Mais les conspirationnistes QAnon ne sont pas pires que les socialistes qui jettent des cocktails Molotov dans Portland. La candidate au Sénat, elle, reste touchée par Q et par la grâce. C'est Dieu qui m'a appelée, parce que c'est ma passion et pour que mon pays survive. C'est un appel de Dieu. Un appel de Dieu, oui. J'ai répondu à l'appel. D'abord, j'ai dit « Quoi ?» Et après, j'ai dit « D'accord, j'y vais. » Dieu, c'est en son nom que les républicains les plus conservateurs plébiscitent Donald Trump. En diabolisant le camp adverse, le président américain attise les peurs de sa base électorale et la radicalise. À Huntsville, au cœur du Texas, la Jesus Christ Cowboy Academy compte 80 élèves. On y apprend le rodéo et la lecture de la Bible. Ce matin-là, en cours d'éducation civique, on débriefe le débat présidentiel de la veille. Les candidats croient-ils au mariage biblique? Qu'est-ce que le mariage biblique? Un homme et une femme. Un homme et une femme, correct. La chose la plus importante, c'est comment se positionnent les 2 candidats sur l'avortement. La plus importante. S'ils protègent le droit à la vie, ils protégeront votre argent. Qui comprend cette idée d'avortement? Tout le monde? Jolene? Si le président n'est pas anti-avortement, il ne soutiendra aucune autre valeur importante. Le président va être en fonction pour 8 ans ou 4 ans, tandis que Dieu sera sur son trône pour toujours. Bien. Super Biden. Lors des pauses, les élèves s'amusent à singer les candidats. Enfin, surtout Joe Biden, qu'ils jugent sénile. 24 milliards de personnes sont mortes. Chaque cours se termine par une messe. C'est Amy, la directrice, qui prêche. Jésus, viens en nous, nous donner la vie et la lumière dans ce monde. Elle ferme les yeux sur les mœurs pas toujours bibliques de Trump, tant qu'il soutient la liberté d'école religieuse à la maison. Booba, son mari, enseigne le rodéo. Son Amérique est celle des années 50, de la musique country, pas trop multiraciale ni multiculturelle. Lui aussi soutient l'idée d'un mur anti-migrant entre le Texas et le Mexique. Booba veut moins de réglementation, en tout, et surtout la protection du 2e amendement de la Constitution américaine, le droit de porter une arme. Partout où je vais, je porte sur moi caché ce petit pistolet 9 mm. Là, il n'est pas chargé, mais j'ai de quoi le charger à tout moment pour me protéger et protéger ma famille. Des armes, le cow-boy en possède toute une collection, une 50aine, pour une valeur de 100 000 €. Joe Biden, lui, a inscrit dans son programme le contrôle des antécédents des acheteurs d'armes à feu et leur interdiction dans les rues. Tireur, la cible est chaude, soyez prêts.
Selon Bouba, le fondement de ses convictions se niche dans la Bible. Quand Jésus était sur terre et qu'il se préparait à rejoindre son Père, il a dit à ses disciples, « Si vous n'avez pas d'épée pour vous défendre, allez vendre votre manteau ou votre veste, mais achetez-vous une épée. » Les appels de l'extrême gauche à démanteler et désarmer la police suite à la mort de George Floyd ont ulcéré Bouba et ses amis. La virulence de ces républicains traditionnels a de quoi surprendre. Trump a dit aux milices, restez en retrait mais tenez-vous prêts. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut être prêt à quoi? Prêt à voter ou prêt à se battre? Si Biden vole l'élection et que Trump perd, le temps sera venu de se battre. Je n'ai pas peur de le dire à la caméra. Le temps sera venu. Non? Ça, c'est sûr. Des ventes d'armes qui explosent, plus 70% cette année, et des milices qui prolifèrent. Le droit à se constituer en milice est inscrit dans le 2e amendement de la Constitution. En plus des Proud Boys, elles seraient près de 200. Beaucoup créés en réaction aux émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd. Préparatifs de manif. On y va. Ancien rappeur devenu petit entrepreneur dans la sécurité, Joshua, 33 ans, a fondé il y a 3 mois à Portland l'American Patriot Society, une milice qui compte des Afro-Américains, comme Chris. We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Joshua n'est pas fan de l'État fédéral. Il aime que Trump soit un businessman, pas un politicien professionnel. L'uniforme de son mouvement se limite à ce t-shirt rouge. Ni armes, ni tatouages, mais tout de même un discours martial. On est en guerre. Une guerre entre communistes, marxistes, socialistes, radicaux, face à des gens qui veulent juste vivre libre et être américains. La manifestation, organisée par Joshua, a lieu devant le Capitole de Salem, capitale administrative de l'Oregon. Joshua, venu avec son petit garçon, se dit proche de l'alt-right, la droite alternative. Un alliage hétéroclite de Trumpistes, militants pro-armes, anti-avortement et communautés religieuses autarciques. Bonjour patriotes, comment allez-vous? Nous sommes les fondateurs de l'American Patriot Society. Le temps est venu d'être plus actifs que jamais, de ne pas laisser les autres faire le boulot. Il est temps pour tous, parents, grands-parents, enfants, anti-vaccins et anti-masques, tout le monde. Comme porte-voix des anti-masques, Joshua a invité Joey Perkins. La guérison rapide de Donald Trump suite à son infection a conforté la candidate au Sénat dans ses positions. Hier, j'ai parlé à une femme qui avait un petit bébé. Ça m'a bouleversée. Son bébé ne sourit pas. Parce que son bébé ne peut pas voir les visages des gens. Que font ces gens à nos enfants, à nos petits-enfants? Le bébé a un regard vide, car il ne peut plus voir le visage des gens. Je ne plaisante pas. Je lui ai dit « Hey bébé !» Et rien. Pas d'émotion. C'est du marxisme. Des Black Lives Matter font irruption. Dialogue tendu entre ces militants de gauche et les jeunes pro-Trump, surarmés. Je viens ici avec ma pancarte et mon téléphone. C'est avec ça que nous nous battons. Et mon premier amendement, la liberté d'expression. Et c'est de ça dont vous avez peur et qui vous fait sortir dans la rue avec des flingues?
Avec des flingues? Et vous me dites que c'est ça une Amérique juste? Tu sais qui a créé le Ku Klux Klan? Le Parti démocrate. Donald Trump, comme ses soutiens, aime rappeler qu'à sa création, le Parti démocrate était esclavagiste. Le président affirme aussi avoir œuvré en faveur de l'emploi des Noirs américains. Le président Trump a fait des choses pour les minorités, les communautés, et beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Il a quadruplé le budget des aides sociales. Parce que vous savez qui est le plus touché par le sida, par exemple? Les communautés noires, hispaniques et les homosexuels. Ces pro-Trump mêlent faits historiques ou statistiques parfois justes et affabulations racistes. L'adhésion au mouvement de Joshua est libre. Il affirme fédérer 350 sympathisants. Et il a l'intention de mobiliser pour Donald Trump jusqu'au dernier moment. Salut maman. Salut Joshua, comment tu vas? Il a échoué à convaincre son frère qui vote démocrate, mais il a réussi à faire de sa mère, au départ indécise, une fervente trumpiste. Alors que beaucoup de femmes de banlieue se sont détournées du président en raison de ses outrances sexistes. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, non. Je trouve ses paroles un peu grossières, parfois pas du tout correctes. Mais je sais que ça peut arriver. Et je sais que les hommes font ce genre de choses, qu'ils pensent à ces choses. Je sais comment les hommes peuvent être. La mère de Joshua épouse même désormais les thèses complotistes de QAnon. S'il est élu, Joe Biden ne va pas gouverner. Je pense que c'est juste une marionnette. Il y a d'autres acteurs derrière lui qui tirent les ficelles. Mais qui sont ces autres acteurs? Ces autres personnes? Hillary Clinton. Obama. Ce qu'on appelle le Deep State, l'État profond. Ceux qui gouvernent derrière la scène. Je pense que Joe Biden est 100% pédophile. Il y a des vidéos très moches qui circulent sur lui, faisant des câlins à des petits-enfants, chuchotant à leurs oreilles, des trucs inappropriés. Les militants pro-Trump conspirationnistes s'échangent en ligne ces montages vidéo qui alimentent leurs théories sur l'État profond. Lincoln, viens le chien, viens ici. Mobiliser sa famille, mais aussi les électeurs, dans une tribune sur les ondes. Chaque semaine, à l'aube, Joshua se rend dans le studio de cette radio pro-Trump. Il y a 4 ans, ses convictions complotistes auraient semblé marginales. Il prêche désormais dans l'émission matinale la plus écoutée. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission du mardi. Enfin, nous respirons de l'air pur, fini ces incendies qui nous ont enfumés toutes ces semaines. Aux côtés de Joshua, une élue républicaine locale. J'ai fait durant les incendies les rencontres les plus profondes de ma vie. Ces feux ont touché mon âme. Ça a renforcé mes convictions de croyante. Ils échangent sur les aides à apporter aux victimes des incendies de la côte ouest, mais rien sur l'écologie. Selon eux, les feux sont dus à une mauvaise gestion des forêts par les démocrates, pas au réchauffement. Comme Trump, ils sont climato-sceptiques. Je pense que toutes les décisions relatives au concept de changement climatique sont une farce. C'est pour ça que Trump a sorti l'Amérique de l'accord de Paris sur le climat. Tous ces accords internationaux sont fumeux. Ça ne serait pas plus intéressant de débattre avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous? Bien sûr que ce serait intéressant d'avoir ce genre de débat. Mais le contexte politique en Oregon est désormais si haineux qu'il est devenu impossible d'avoir une conversation transparente et constructive. Ce sont les démocrates qui refusent. Un fossé devenu béant entre deux Amériques, aux opinions qui semblent irréconciliables. Ce soir-là, dans ce bar, se tient une cérémonie en hommage aux martyrs trumpistes de Portland. Aaron J. Danielson, sympathisant des Patriot Prayers, une milice de droite, abattu à bout portant par un antifa de gauche le 29 août lors d'une émeute de rue. Désirée était sa fiancée.
Vous lui aviez dit de faire attention s'il allait dans cette manif en ville? Oui, comment vous le savez? C'est exactement ça. Il m'a dit qu'il voulait à tout prix filmer cette manifestation. Et ce furent ses derniers mots. Les proches de Jay Danielson, de tous bords politiques, décrivent un mec bien, pas raciste, mais récemment radicalisé à droite, depuis les émeutes qui avaient affecté son commerce en centre-ville. Il le dirigeait avec Luke depuis 19 ans. Il n'était pas du tout fan des émeutes actuelles en Amérique. Ce n'était pas un radical. Il était juste pas d'accord. Son meurtrier, responsable de la sécurité des Black Lives Matter de Portland, abattu peu après par la police, a lui aussi été décrit par ses proches comme un mec bien. Nous sommes si divisés, nous qui étions si unis après le 11 septembre 2001. La mort de Jay symbolise le fond de l'abîme. En sommes-nous vraiment au point de nous tirer dessus dans la rue juste pour des divergences politiques? En sommes-nous vraiment là? Je voudrais juste que la mort de cet homme nous fasse prendre du recul et nous dire que nous n'en sommes pas à ce point. On peut encore revenir en arrière. Dans quelques jours, le choix des Américains impactera le monde entier. S'il gagne cette élection présidentielle explosive, Joe Biden a promis de rassembler ses concitoyens, opposés dans les rues comme dans les urnes. Ils sont plus de 6000. Des jeunes réunis dans leur université du Mississippi pour une soirée organisée par des pasteurs évangéliques. Prières, pop musique à la gloire de Jésus et discours ultra-moralistes de JP, un jeune pasteur star des réseaux sociaux. L'ennemi, Satan, vous rend esclave au sexe. Quand ce n'est pas par les actes, c'est par la pornographie. Ou alors c'est par la masturbation. Et si ce n'est pas ça, c'est quand vous êtes désespérément obsédé par le sexe opposé. La volonté de Dieu, c'est d'éviter l'immoralité sexuelle. La génération Trump. Des jeunes biberonnés au discours traditionnaliste. Emily a 21 ans. Elle est étudiante en sciences politiques. J'écoute le podcast de JP sur les réseaux sociaux. Il a eu un vrai impact sur ma foi et ma spiritualité. Quand j'ai su qu'il parlait ce soir sur notre campus, je me suis immédiatement inscrite. Vous allez vous faire baptiser! Je suis super contente! Ces pasteurs stars font le tour des campus américains. À chaque fois, clou du spectacle, ils baptisent à la chaîne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est tellement le Mississippi, ça. Des baptêmes à l'arrière de pick-up. Une fidèle de plus, c'est potentiellement une électrice de plus pour Donald Trump. Ce sont des larmes de joie. Emily et ses amis font partie d'une communauté de 90 millions de personnes aux États-Unis, les protestants évangéliques. À quelques jours de l'élection présidentielle, leur foi va guider leur vote. Je suis contre l'avortement et depuis peu, la loi l'interdit dans certains États. Je veux que ça reste comme ça parce que ça signifie qu'il y aura moins d'avortements. Et quand je pense aux opérations de changement de sexe et aux bloqueurs de puberté sur les mineurs, ce n'est pas une bonne manière d'aimer et de protéger les enfants. Donald Trump est le meilleur candidat pour nous, les chrétiens. Et c'est pour lui que je vais voter le 5 novembre. Dans
une élection à l'issue très incertaine, leur voix pourrait faire la différence. On les appelle les pasteurs pour Trump. Ils considèrent Donald Trump comme étant envoyé par Dieu pour défendre leurs valeurs et sont partis en croisade contre les démocrates. Dans leurs églises et dans des meetings, ils mélangent politique et textes religieux. Ces pasteurs multiplient les images fortes, comme ici, il y a quelques jours, lorsqu'ils bénissent Donald Trump à la fin d'un discours. Une communauté que le candidat sait galvaniser. Il faut que vous alliez voter. Je répète, les chrétiens, vous devez sortir de chez vous et aller voter, juste pour cette fois. Le plus médiatique et le plus influent de ces pasteurs vit dans le Tennessee. Anti-vax, anti-avortement, anti-LGBT, Greg Locke a autant d'ennemis que de fans. Sa notoriété lui vaut des menaces de mort et début septembre, il a bien failli être assassiné avec toute sa famille. Le tireur était au bout de l'allée, au niveau du portail. Il a tiré 60 balles. 2 balles ont touché le coin de la maison, ici, au niveau de la chambre de ma fille. Vous voyez les impacts? Là, plus bas, et ici, ça a touché la tête de lit. Sur la caméra de surveillance, on voit que ma femme, mes enfants et moi, nous sommes revenus à la maison 1 minute après que le tireur soit parti. Dieu m'a protégé, comme il a protégé Donald Trump lors de sa tentative d'assassinat. Tant que Dieu aura besoin de moi, aucune balle ne pourra m'atteindre. La police n'a pas encore trouvé le tireur. C'était terrifiant. Mais pour Greg Locke, aucun doute. Je peux vous dire à 99,9% que le tireur ne va pas voter Trump. Le pasteur Greg Locke a construit sa célébrité sur les polémiques. En 2016, il se fait connaître en dénonçant les toilettes non genrées d'une chaîne de supermarchés. Vous encouragez les pervers, les pédophiles, les gens qui vont faire du mal à nos enfants. Ces prêches rassemblent vite des millions de fidèles en ligne. Si vous votez démocrate, je ne vous veux pas dans cette église. Sortez, vous démons! Sortez, vous, assassins de bébés! Le pasteur adore les mises en scène coup de poing. Ici, muni d'une batte de baseball, autour de laquelle il a enroulé une Bible, il se déchaîne sur une maison de poupées, symbole pour lui de la maison des addictions. Jetez-les tous! Jetez-les tous! Là, il brûle des livres d'Harry Potter, accusé de répandre la sorcellerie. Brûlez-les! 2 fois par semaine, le pasteur prêche dans son église, une tente qu'il a installée sur sa propriété. C'est bon, vous pouvez entrer. Sous bonne garde. Priez le Seigneur! Oh, vous pouvez faire mieux que ça! Priez le Seigneur ce matin! Mettez-vous à genoux. À chaque service, il commente des passages de la Bible. Quand David et ses hommes reviennent à Ziklag, qui était une civilisation prolifique, ils ne se sont pas écroulés en pleurs parce que la ville avait brûlé, mais parce que leur famille avait été détruite. Puis il les transpose au monde d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien, ils en veulent à nos familles. Le gouvernement est anti-famille dans ce pays. L'éducation nationale est anti-famille dans ce pays. Le mouvement woke est anti-famille dans ce pays. Et il enchaîne sur les thèmes de campagne de Donald Trump. L'absence de contrôle aux frontières, ça concerne nos enfants. Ils vont détruire l'avenir de nos enfants. Donc ça ne m'ennuie pas d'hurler pour vous réveiller avant que la vie de vos enfants ne soit ruinée pour toujours. Ce cocktail politico-religieux plaît à ses fidèles. Sam vient avec ses enfants toutes les semaines.
Quand il prêche, ça me donne envie de me plonger dans ma Bible pour entendre ce que le Seigneur a à me dire. Et quand je fais ça, le Saint-Esprit me parle de l'importance d'aller voter. Le pasteur Locke a dit « Vous ne pouvez pas être un chrétien et voter démocrate ». Et je suis totalement d'accord. Aux États-Unis, les églises évangéliques sont exemptées d'impôts. Mais elles perdent cet avantage si leur pasteur s'engage politiquement, comme Greg Locke. C'est totalement la responsabilité d'un pasteur de faire ça. Si je dois m'occuper de votre âme, il faut aussi que je m'occupe de votre vote. Vous ne pensez pas? Il faut voter pour le candidat qui est le plus en accord avec nos convictions bibliques. C'est mon devoir, sans aucun doute. C'est Donald Trump le meilleur candidat pour ça. Pour diffuser sa parole et ses idées dans tous les États-Unis, le pasteur Locke a monté un empire de communication. Salut! Comment ça va? Qui lui rapporte plusieurs millions de dollars par an. Nous avons pris plein de photos dimanche dernier. Et j'aimerais savoir quel texte on ajoute. Est-ce que tu veux un message inspirant, biblique, direct? Quels sont les thèmes que tu veux? Direct. Vu le contexte actuel, c'est mieux que ce soit direct. Livres, films et musique. Mais surtout une présence incontournable sur les réseaux sociaux, où il cumule plus de 2 500 000 abonnés. Fais attention que le blanc de ma chemise ne cache pas le blanc du texte. Ah, d'accord. Je veux qu'il se voit vraiment bien. Une photo entraîne 100 fois plus de réactions qu'une vidéo. Les gens sont naturellement fainéants. Ils ne vont pas forcément cliquer sur une vidéo de 5 minutes, mais une image, ils vont la voir en une demi-seconde. De toute façon, ce qui fonctionne le mieux, c'est que ma tête soit dessus. Mais pour soutenir Donald Trump, c'est sur X que Greg Locke se montre le plus virulent. Voici ma dernière publication. Ils vous diront que c'est conspirationniste, mais je vous donne un fait, si Kamala gagne, il n'y aura plus de démocratie. X génère beaucoup de haine, mais ça ne me dérange pas. Moi, je me nourris de la haine des autres. Je vous entraîne là où j'ai envie de vous amener. Les menaces de mort, les insultes, ça ne me fait rien. Les réactions, ça crée du trafic. Le pasteur repousse toutes les limites. Il défend les thèses conspirationnistes les plus folles. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Cette semaine-là, un ouragan a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes aux États-Unis. Greg Locke va insinuer que le gouvernement a manipulé sa trajectoire. Aucun État démocrate n'a été inondé. Ça, c'est bien vrai. C'est une attaque préméditée contre les Américains, à un mois de l'élection présidentielle. Si vous êtes conservateur, vous êtes une cible. Tracy et son mari Chuck sont sous le charme du pasteur Locke depuis 4 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il en est convaincu. Je vais lui faire confiance parce qu'il ne m'a jamais déçu. Quand on l'écoute, on n'entend pas les paroles d'un homme, mais les paroles de Dieu. Et elles détiennent la vérité. Tracy et Chuck habitaient dans l'Oregon, à 3000 km d'ici, et regardaient ses sermons en direct sur Internet. Pour se rapprocher de Greg Locke, ils ont déménagé il y a 2 ans et acheté une maison à 20 minutes de l'église. C'est le son qu'on aime entendre le matin. Depuis qu'ils se sont installés dans le Tennessee, Tracy, 71 ans, est à la retraite, et Chuck, 72 ans, expert immobilier. Où en étions-nous? Comme le demande le pasteur, ils étudient la Bible dès 6 heures du matin pendant 2 heures. Quel a été le plus gros échec de Saul? Ils sont même allés jusqu'à se passer d'un de leurs loisirs préférés. Nous avons décidé de ne plus regarder de foot à la télé. Le football, c'est de l'idolâtrie. Donc nous ne passons plus notre dimanche après-midi à en regarder. Et pour eux, Donald Trump est le sauveur des États-Unis. Quand Trump va devenir président, il va respecter notre Constitution. Le port d'armes sera protégé,
Nos droits seront garantis, la liberté d'expression et la liberté de religion seront respectées. Mais c'est déjà le cas, non? Vous avez la liberté de religion aux États-Unis. Oui et non. On sent que le gouvernement opprime nos libertés. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ce que l'on pense sur les transgenres, sur l'avortement, sur le mariage gay. Nous sommes diabolisés pour nos croyances. Étude systématique de la Bible, suppression de certains plaisirs, les premiers pas vers un fondamentalisme chrétien. Certains pasteurs projettent même de transformer les États-Unis en un État religieux gouverné par les lois de la Bible. On les surnomme les chrétiens nationalistes. Pour rencontrer l'une de leurs têtes pensantes, direction la Pennsylvanie, au nord-est des États-Unis. Un des États les plus disputés entre Donald Trump et Kamala Harris. Ce soir, le pasteur Lance Wallnau donne une conférence. Je suis déjà venu vous voir. Ah, en Floride? Non, dans l'Ohio. Dès 2015, il soutient que Donald Trump a été choisi par Dieu pour guider les États-Unis. Je suis un chrétien nationaliste et je vais porter le drapeau que Dieu nous a donné dans sa liberté divine. À New York, il participe alors à la bénédiction du candidat républicain. Aujourd'hui, nous prions pour Donald Trump. Oui. À travers nos mains, que ta main divine lui transmette ta force. Depuis plusieurs mois, il parcourt le pays et donne le mode d'emploi pour christianiser le pouvoir de l'intérieur. Si tout ce que nous faisons, c'est aller à l'église, prier et pleurer pour la gloire de Dieu, sans agir dans notre communauté, nous n'aurons fait que la moitié du travail. Organisez-vous au niveau local pour renverser l'élection, pour infiltrer les conseils scolaires, influencer les programmes de l'école, écrire dans la presse et participer aux conseils municipaux. Lance Wallnau donne très peu d'interviews. Bonjour. Mais il a accepté de nous rencontrer. Ma plus grande victoire, c'est d'avoir convaincu les chrétiens évangéliques que Trump n'était pas un ennemi, mais le meilleur choix possible. Il n'est peut-être pas le meilleur représentant de nos valeurs, mais l'Église doit sortir de sa piété, de son jugement, et embrasser cet homme envoyé par Dieu. Et grâce à mon influence, l'arrêt de la Cour suprême qui protégeait l'avortement a été annulé. Et quelle est votre prochaine bataille? Gagner l'élection. Gagner l'élection, c'est occuper le terrain jusqu'aux portes du pouvoir, à quelques centaines de mètres du Capitole. Hey, comment ça va? Greg Locke rejoint d'autres pasteurs trumpistes pour un meeting. Ça va, mon ami? Tu es très élégant. Allez, prions. Nous avons 30 minutes. Seigneur Dieu, nous sommes à quelques jours de l'élection. Aidez-nous à gagner. Ô Père qui êtes aux cieux, je prie que vos saintes paroles atteignent la Maison-Blanche ce soir. Il y a beaucoup de démons dans cette ville. Oh ça, oui. La dernière fois, j'étais sur les marches du Capitole quand on a réussi à renverser l'arrêt sur l'avortement. Pour moi, c'est un symbole. On est devant le Capitole, juste à côté de la Maison-Blanche. C'est pour montrer au diable que nous allons lui reprendre le terrain qu'il nous a volé. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. En ce samedi après-midi, peu de gens ont fait le déplacement. Allez, levez vos bras et répétez avec moi. Seigneur. Les pasteurs ont même fait venir des fidèles de leur paroisse. Certains ont roulé pendant 10 heures. Mais peu importe l'affluence, l'essentiel est dans la mise en scène. On n'est peut-être pas nombreux, mais nous sommes tout de même 2 fois plus que lors d'un meeting de Kamala Harris. Les 6 heures de prêche sont retransmis en direct sur Internet.
Levez vos mains et tournez-vous vers le Capitole. Expulsez les esprits démoniaques qui ont pris les politiciens en otage et les ont soumis à la volonté du démon, loin de la parole de Dieu. Je vous le dis, le seul candidat qui convient pour la Maison-Blanche, c'est Donald Trump. Il faut voter pour Donald Trump. Il y a 35 millions de chrétiens évangéliques qui n'ont pas voté en 2020. Si on arrive à convaincre 10%, ou même 1% de ces chrétiens qui ne se sont pas déplacés il y a 4 ans, ça changera toute l'élection. C'est mathématique. 21h, photo de famille, le Capitole comme décor. Sur les réseaux sociaux, les Américains ne verront pas qu'il y a moins d'une centaine de personnes.